Raola Libre, le média indépendante do país Nissar. Bonjour, donc de retour dans notre exploration de l'histoire du comté de Nice, et nous abordons aujourd'hui une période qui m'est à titre personnel particulièrement chère, puisqu'il s'agit de l'Antiquité. Alors, en ce qui concerne donc cette période de l'Antiquité, je vais diviser mon exposé en deux grandes parties. D'une part, la première partie concernera avant Rome, avec les origines de la cité niçoise, de Nicaïa, et ensuite nous parlerons de Rome à partir du moment où Rome s'invite dans le débat géopolitique, si on peut dire, de l'époque, en allant affronter les Ligures, puis ensuite avec la fondation de Cemenelum. Alors, l'Antiquité, c'est la fondation de Massalia, en fait, donc de Marseille, par les Grecs de la cité de Phocée, les Phocéens, qui est une cité grecque d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, qui fait véritablement rentrer le midi de la France, et donc le golfe du Lion, dans l'histoire, un événement qui a lieu aux alentours de 600 avant Jésus-Christ, puisque avant nous étions véritablement encore dans la préhistoire ou dans la proto-histoire, puisqu'avec les Massaliotes, cette région devient connectée au grand commerce méditerranéen, et connaît également l'écriture, ce qui techniquement la fait donc rentrer dans l'histoire. Alors première grande partie, donc avant Rome, nous avons, et avant même les Grecs, il faut songer que nous avons des autochtones, des indigènes, on les a déjà rencontrés par exemple dans la Vallée des Merveilles, on peut dire que l'occupation de la région se rattache d'une façon générale à ce qu'on peut appeler la civilisation des Oppida. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Garcia, donc la Celtique méditerranéenne, aux éditions archéologiques Errance, paru en 2004, qui est on va dire une mise au point relativement récente de cet ensemble de civilisations, notamment qui concerne le midi de la France. Alors, à partir du VIe siècle, les Celtes et les Ligures, qu'on appelle de façon un petit peu commode les Celto-Ligures, s'établissent. Donc on a une continuité de civilisation des Pyrénées à la Ligurie, avec parfois des établissements qu'on appelle donc des Oppidas, c'est-à-dire des villes, des établissements fortifiés, qui sont des lieux d'habitation, qui peuvent être pour certains assez impressionnants. C'est le cas de Lattès, Latara, dans la région de Montpellier, Baourou, Sainte-Blaise, plutôt dans la région de Marseille. Et puis on compte aussi des Oppidas dans les Stérels, dans les Maures. Et puis on a toute une série de tout petits Oppidas également, tout petits Oppidas ligures, entre Cannes et Pise, et qui sont des établissements en prise avec le commerce méditerranéen. Alors on parle par exemple des Castelliaras, au nombre de 280 dans les Alpes maritimes, dont les vestiges sont ici et là visibles dans notre département. Je pense par exemple à l'oppidum d'Escragnol, avec ses murs de pierre, ou à l'oppidum celto-ligure de Saint-Vallier de Thiers. On a véritablement une très forte densité de population. Donc la région est vraiment assez densément occupée, avec une vingtaine d'oppidums identifiés dans les Alpes ligures. Alors ces oppidums, ils ne sont pas répartis n'importe comment, bien sûr, ils veillent sur des itinéraires qui mènent au monde celtique, depuis la Méditerranée, notamment par les vallées, les cols de Tende, les cols des Fenêtres, cols de la Madeleine, qui resteront longtemps les axes de communication privilégiés et naturels entre la côte, la Méditerranée, et l'intérieur, le monde celtique. Alors chez nous, on a un certain nombre de peuples qui sont identifiés. On a les Védianti, alors on les connaît par des inscriptions et des textes romains, dont un certain nombre d'auteurs, historiens de l'Antiquité font état, comme Pline par exemple, donc les Védianti, qui sont véritablement, je reparlerai des Védianti parce que c'est un peuple important, qui sont situés sur l'oppidum de Cemenelum, de Cimier. Ce sont les premiers établissements donc, de Cimier. Et puis, plus à l'ouest, les Oxoubii et les Décéates, dont Pline, par exemple, parle, et qui auront ensuite maille à partir avec les Romains. On a sur le mont Chauve, sur le mont Macaron, sur le mont Tagel, sur le mont Bastide du côté d'Aise, ou sur le mont Castel du côté de Levens, de possibles Oppidas ligures, en tout cas des traces assez indiscutables d'établissement.
Alors, qui sont ces Ligures? Donc c'est pas eux qui se livrent à la grande navigation méditerranéenne, eux ils font du commerce bien évidemment, avec les marins des civilisations principales de la Méditerranée dont on parle dans un instant, et qui croisent dans la région. Euh, Ce sont des agriculteurs bien sûr, ce sont des éleveurs, souvent des bras à louer, on a des inscriptions de la antique qui témoignent du fait que ces Ligures se font engager, des mercenaires. On sait qu'on a un très fort contingent ligure qui participe aux côtés des Carthaginois à l'invasion, à la campagne menée par Hannibal par les Puniques, par les Carthaginois à Rome. On sait que dans l'armée d'Asdrubal, par exemple, le frère d'Hannibal, en 207 avant Jésus-Christ, on a 12 000 ligures, et puis on laissait aussi volontiers pirates. Ce qui veut dire qu'ils avaient quand même aussi la possibilité de naviguer. Véritablement sur l'aspect purement niçois, sur le site de Nice, eh bien, on a un dépôt de bronze datant du bronze final, donc aux alentours de la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, pardon, les années 1000-1200, sur le Mont Gros, qui a livré des objets de bronze tout à fait remarquables, tout à fait intéressants, et on a 2 sépultures à Caucade. Ces 2 sépultures de Caucade laissent à penser que la colline de Caucade pouvait être occupée par un établissement permanent ligure. Enfin, sur la colline du château, alors là on arrive aux origines de Nicaïa, eh bien on a des tessons de bronze, mais alors là depuis une époque très ancienne, depuis une époque proto-historique, puisqu'on a des tessons de bronze qui remontent au bronze ancien. Bronze ancien, on est aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ, jusque vers 1600 avant Jésus-Christ, et surtout vers le bronze final, et jusqu'à l'âge du fer, 2350 à peu près, à une période plus récente de quelques siècles avant Jésus-Christ, avec un petit hiatus dans le bronze moyen. Et donc on a des tessons qui sont assez abondants, on a un dépôt sépulcral, on a 11 individus qui ont été enterrés sur la colline du château, et on a des fusailloles, c'est-à-dire des outils pour filer la laine. Tout ça laisse à penser quand même, laisse à subodorer de façon forte la présence d'un habitat, plus ou moins permanent, alors ça on ne sait pas. Est-ce qu'il y avait des cabanes, est-ce qu'on n'a pas retrouvé... voilà, les fouilles sont anciennes sur la colline du château, puis la colline du château ça a été recouvert par de multiples strates, ville antique, puis ensuite ville paléo-chrétienne, chrétienne, et puis la fortification. Donc on ne peut pas trop en dire, l'état de la documentation ne permet pas d'affirmer avec véritablement une grande certitude et de savoir si on a eu véritablement un village, plusieurs villages, plutôt sur le plateau sud d'ailleurs de la colline du château. Je vous invite d'ailleurs à consulter le merveilleux ouvrage collectif dirigé par Marc Boiron, qui est l'archéologue de la ville de Nice, sur Nice et la colline du château, ouvrage récent, vraiment la somme archéologique sur la question, et qui pour toutes les époques d'occupation du château reconstitue le matériel de fouille. Donc, en tout cas, il est fort à parier que le site de la colline du château est déjà abondamment occupé, soit en continu, soit de façon perlée dans l'histoire, avant l'arrivée des premières grandes civilisations. Alors, ces premières grandes civilisations, eh bien, nous avons en Méditerranée 3 grandes civilisations qui occupent la Méditerranée aux alentours de 600 avant Jésus-Christ, qui est la période donc de l'établissement du comptoir de Marseille, enfin du port de Massaliade, que sont les Étrusques, localisés en Toscane. Ils ont même donné leur nom à la Toscane, Touski en latin, Tyrénie en grec, Tyrénoi pardon, en grec, donc ils ont donné leur nom à la mer Tyrrhénienne. Les Grecs, qui sont situés non seulement en Grèce, on le sait, mais aussi en Asie mineure, et puis ensuite au sud de l'Italie, en Sicile, avec tout le grand phénomène de colonisation grecque, et ce, avec les Massaliotes, jusque en Gaule, la Cyrénaïque, et plus tard les côtes de la mer Noire. Et enfin, n'oublions pas les Phéniciens, donc qui sont situés donc au Liban, mais aussi avec la fondation de Carthage, les Phéniciens qui sont présents dans le bassin occidental de la Méditerranée, en Tunisie essentiellement, puis ensuite en Sardaigne et même en Espagne. Alors, quel rôle vont jouer ces civilisations pour la naissance de Nice? Alors, ceux qui ont probablement joué le rôle le plus important, bien sûr, ce sont les Grecs.
sans aucun doute. Mais il se peut que les Phéniciens aient aussi joué un rôle possible, non documenté en tout cas, et que les Étrusques aussi aient pu avoir leur part dans cette origine, cette naissance de la première cité antique de Nice. Alors, on est à Nice géographiquement, hein, on est dans un confin entre la zone d'influence des Grecs de Massalia, puisque Massalia est fondée vers 600 avant Jésus-Christ, et des Étrusques, et vers 600 avant Jésus-Christ, on est en Étrurie, dans une civilisation qui est quasiment à son apogée culturel, avec des cités qui sont dirigées par des rois, et qui elles-mêmes ont colonisé des espaces comme par exemple la plaine du Pô, ou plus au sud, on rayonne donc, par leur influence vers la Campanie, et qui font du commerce sur l'ensemble de l'arc méditerranéen, y compris en Méditerranée occidentale, jusqu'au Roussillon. Donc les sites languedociens, par exemple, témoignent, comme la Thèse par exemple, de l'abondance du matériel étrusque, et du fait qu'on a un phénomène de mélange sur les établissements, à la fois de présence de marchands et de navigateurs grecs, mais aussi phéniciens. Et les deux ne sont pas antinomiques, les marchands sont mêlés. À Antibes, par exemple, on a un matériel phénicien qui est étrusque qui est relativement important. Ce matériel étrusque que l'on reconnaît très facilement, puisque on a à la fois des amphores qui ont une forme qui est différente des amphores massaliotes ou des amphores grecs, et puis on a une vaisselle caractéristique de la production étrusque, qui est la vaisselle dite de bouquero. Le bouquero étant une vaisselle de couleur noire, particulièrement originaire du sud de l'Étrurie, pas trop loin de Rome, de la ville de Caere, Cerveteri aujourd'hui, et qui est tout à fait typique de la civilisation étrusque, qui est un marqueur justement de cette présence étrusque. À Gênes, on a un établissement étrusque, clairement. À Pise, on a aussi un établissement étrusque. Alors, pourquoi pas Nice? On n'a pas énormément de matériel étrusque à Nice. On n'a a priori pas de bouquero, même si... Alors il faut faire attention, parce que le matériel de la colline du château c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des fouilles qui sont relativement anciennes. Il y a du matériel qui a été répertorié, qui a été classé, qui a été rangé. Les sous-sols du musée archéologique de Cimier en sont remplis. C'est l'empire du Tesson. Mais on a aussi du matériel plus ancien qui a pu être décrit à un moment perdu. Par exemple, le bouquero est mentionné dans une lettre de 1979, échangée entre deux archéologues de Mouchot à Lagran. C'est la seule trace qu'on a de bouquero. Donc, a priori, on n'a pas de bouquero sur Nice, ou alors il faut en croire ce document, ce témoignage très très indirect. Par contre, on a 11 amphores d'importation étrusque sur la colline du château. C'est quand même assez significatif quand on prend par rapport aux amphores grecs. Donc la présence étrusque, en tout cas la présence de matériel étrusque, pas forcément la présence étrusque, mais la présence de matériel étrusque, elle est quand même documentée sur la colline du château. Après, moi je vais vous faire état d'une intuition d'un grand savant, qui est le grand spécialiste de cette époque, dite époque archaïque, aux alentours de 600, 500 avant Jésus-Christ, de 700 à 500 avant Jésus-Christ, on va dire. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, on passe dans la période classique, hein, vous savez, avec Athènes, l'Athènes de Périclès, etc. Avant, c'est la période archaïque. Et le grand spécialiste du commerce méditerranéen dans cette époque archaïque, c'est Michel Gras. Et Michel Gras, dans un ouvrage, catalogue exposition publié à Gênes, sur la civilisation ligure, a une sorte de fulgurance intellectuelle que je vous livre. Parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle nous concerne, nous niçois. Il nous dit, le premier établissement du site de Nice, c'est bien sûr Nicaïa. Nicaïa, qui est un nom grec, qui signifie victoire. Alors, si Nicaïa égale victoire, ce qui n'est pas sûr, parce qu'il peut y avoir une autre origine au mot Nicaïa. Bon, admettons, reprenons cette théorie qui a longtemps été et qui est toujours la théorie dominante. Si Nicaïa est un mot grec pour désigner victoire, il faut qu'il y ait bataille, logiquement. Alors, quelle bataille? On a deux hypothèses. La première, celle que je vous livre maintenant, la deuxième, elle va arriver, patientez, soyez patient, ne quittez pas, ne zappez pas, elle va arriver plus tard. Alors, la première hypothèse, c'est on cherche les batailles qui ont eu lieu dans la région. Des batailles, il n'y en a pas 36 millions. À l'époque archaïque, il y en a une. C'est la bataille dite de la mer de Sardaigne, où les Étrusques coalisés, aux alentours de 535-540 avant Jésus-Christ, mettent une rouste, ratatouille, aux Massaliotes. Les Grecs prendront leur revanche, au large de la Sicile,
un demi-siècle plus tard. En tout cas, là, c'est bien une victoire étrusque dont il s'agit. Cette bataille est bien documentée par les sources anciennes. Il serait envisageable, selon Michel Gras, c'est son hypothèse à lui, que les Étrusques se soient, dans un premier temps, établis sur le promontoire, qui est un promontoire à vocation défensive, hein, la colline du château, c'est une évidence géographique quand même frappante, qui est un territoire qui est séparé du domaine massaliote par un trait géophysique qui fait lui aussi évidence, qui est le Var, le Paillon et le Var. Le dernier promontoire, en quelque sorte, du domaine d'influence étrusque, les Étrusques sont bien documentés à Pise et à Gênes, on peut dire qu'on a un établissement ligure à la base, puis sans doute où les Étrusques sont en nombre, davantage que sur les établissements du Roussillon, par exemple, du Languedoc, où les Étrusques sont présents sans doute en tant que commerçants, tout simplement. Et donc, en quelque sorte, ce serait une balise établie par les Étrusques, auxquelles les Étrusques vont donner le nom de victoire, puisqu'ils viennent de remporter une victoire contre les Grecs. En plus, les Grecs ils peuvent les narguer, ils sont juste dans la ville d'en face, Antipolis, c'est-à-dire à Antibes, la ville que l'on voit quand on se tourne hein, du côté de l'ouest et quand on est au sommet de Nicaïa. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas avoir donné un nom étrusque, alors le nom de victoire en étrusque. D'ailleurs, je ne vous dirai pas comment on dit victoire en étrusque, parce que j'en ai pas la moindre idée, parce que personne n'en a la moindre idée, puisque l'étrusque n'a jamais été traduit à ce jour. Tout simplement parce que le grec est sans doute une sorte de langue, c'est l'anglais de l'époque. Ou alors ce serait peut-être une volonté de narguer les Grecs, hein, en utilisant un terme grec. Bon, voilà. C'est une fulgurance de Michel Gras, c'est une possibilité qui peut séduire un certain nombre de Niçois, hein, se dire que la ville de Nice est née d'une victoire contre Marseille. Bon, pourquoi pas, hein, puisqu'on n'y arrive pas au foot. Bon. Alors, c'est une hypothèse, attention, Michel Gras c'est quelqu'un de sérieux, hein, voilà, que je vous livre, hein, comme ça, et qui, à ma connaissance, n'a jamais été développé en dehors de ce qui est une allusion, hein, dans un article scientifique qui est passé totalement inaperçu jusqu'à présent, en tout cas, à ma connaissance. Et ma connaissance dans le domaine est grande. Ensuite arrivent les Grecs. Alors, pas ensuite arrivent les Grecs, mais qu'en est-il des Grecs, du rôle joué par les Grecs? Donc, 600 avant Jésus-Christ, les Phocéens s'établissent à Marseille. D'ailleurs, comment s'établissent-ils les Phocéens à Marseille? Ils s'établissent par la négociation. Même la légende dit par l'alliance et par les épousailles. Il est sûr que quand les Grecs s'établissent, les Massaliotes s'établissent en Gaule, ils savent qu'ils n'arrivent pas en terrain conquis. Ils arrivent dans un territoire qui est occupé par des aristocraties locales, certes beaucoup moins riches, beaucoup plus frustres, les Ligures, mais qui sont des aristocraties guerrières. Les Grecs, qui sont une poignée, ils ne vont pas commencer à taper sur tout le monde et à crier Nicaïa, c'est-à-dire victoire. Ça, c'est impossible. La légende d'établissement des Grecs, des Massaliotes à Marseille, montre bien que ce n'est pas le mode opératoire. Donc, la vieille idée selon laquelle les Grecs auraient mis une ratatouille aux Ligures et se seraient établis en criant Nicaïa sur le site de la colline du château est à proscrire totalement. Ça, par contre, c'est clair, c'est impossible. Aucun spécialiste sérieux n'en parle plus aujourd'hui. C'est des trucs qu'on va trouver dans quelques ouvrages de vulgarisation écrits par des gens qui ne connaissent pas cette période. C'est une colonisation commerciale et pacifique, d'accord, pour les Grecs. On sait que dès le 5e siècle, parce que c'est documenté de façon abondante archéologiquement, les Massaliotes s'établissent aussi à Antipolis, à Marseille. À Antibes, pardon. Alors, qu'en est-il sur la colline du château? Alors, le problème c'est que la documentation archéologique sur la colline du château, elle est vaste. Elle est vaste. Il y a effectivement une abondante céramique d'importation grecque. On a aussi un petit peu de matériel, on l'a dit, donc de matériel phénicien, mais on a surtout beaucoup de vases, beaucoup de fragments de céramique d'importation, qui montrent que depuis le 6e siècle, la céramique d'importation elle commence aux alentours de la moitié du 6e siècle, deuxième quart, plutôt deuxième partie du 6e siècle, donc céramique massaliote, bien sûr, puis ce que les spécialistes appellent céramique pseudo-attique. On a des amphores aussi, des amphores massaliotes, des amphores étrusques, donc on l'a dit. Autrement dit, c'est vrai qu'à partir, quand on regarde bien, à partir de 550 à peu près, on a du matériel céramique d'importation grecque, et des amphores ensuite phéniciennes. Donc potentiellement,
Les Grecs auraient pu être présents, auraient pu fonder un établissement dès le VIe siècle, à peu près contemporain de la fondation de l'établissement d'Antibes. Après, les fouilles qui valent ce qu'elles valent, parce que on n'a peut-être pas tout trouvé, on n'a pas fouillé au bon endroit, il y a des choses qui sont perdues, c'est toujours pareil, hein, montrent qu'on a une montée en puissance de la présence de la céramique vers la fin du IIIe siècle, autrement dit vers 200 avant Jésus-Christ. Et ensuite on a des céramiques romaines. Que nous disent les textes? Le texte essentiel, c'est Polybe, qui est un historien grec, et qui nous affirme que Nicaïa, colonie de Massalia, de Marseille, est assiégée par deux peuples, nos fameux Auxiliens et nos fameux Déciates, des Catès ou des Céates, qui sont des Ligures. Vers 155 avant Jésus-Christ. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en 155 avant Jésus-Christ, Nicaïa existe, et qu'elle est sous l'influence de Marseille. Ça, les textes nous le disent. Alors, à quand est-ce que ça pourrait remonter encore plus haut? Dans les textes. On a un document qui est important, c'est le Pseudo-Skymnos, qui est un auteur dont les sources sont antérieures au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à 200 avant Jésus-Christ, et ce Pseudo-Skymnos ne cite pas Nicaïa. Alors, est-ce que c'est un oubli, ou est-ce que c'est parce que vers 250 avant Jésus-Christ, par exemple, Nicaïa n'existait pas encore? Alors, beaucoup de spécialistes aujourd'hui penchent, du coup, pour une origine de Nicaïa assez tardive, vers 200 avant Jésus-Christ, pas avant. Dans cette fenêtre de tir entre le Pseudo-Skymnos et Polybe. Bon. Le problème, pour moi, il est sur le... Si vous voulez, il est sur le... Alors, oui, par rapport aussi à l'étymologie donc de Nicaïa, de la victoire, à ce moment-là, la victoire, ce serait la victoire qui serait remportée par les Romains dans leur expédition en 154 avant Jésus-Christ, puisqu'ils sont appelés au secours donc par les Massaliotes contre ces peuples ligures turbulents, et ils leur mettent une raclée. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, vers 155 avant Jésus-Christ, que là on crie victoire, et que les Massaliotes, véritablement, rebaptisent en quelque sorte un établissement à peu près contemporain de cette époque-là. Moi, ça ne me convainc pas vraiment, et je vais vous dire pourquoi. Ça ne me convainc pas vraiment. Non pas que je veuille à tout prix que Nicaïa soit une fondation étrusque, c'est pas la question, hein, même si je suis plutôt spécialiste des Étrusques par ailleurs, mais bon. Ça ne me convient pas vraiment parce que il y a le problème d'Antipolis. Antipolis, ça veut dire la ville d'en face. Et elle est en face de quoi? Elle est en face de Nicaïa. À partir du moment où vers 500 avant Jésus-Christ, Antipolis existe, c'est que Nicaïa lui est antérieure. Ah oui, Nicaïa, si Antibes, c'est la ville d'en face, elle est en face de Nicaïa, c'est que Nicaïa est soit antérieure à Antibes, ou au moins contemporaine. D'accord? C'était l'hypothèse défendue par Jean Ducas. Et je suis pleinement d'accord avec lui. Et on a le matériel archéologique pour nous prouver que Nicaïa pourrait très bien remonter, puisqu'on a des tessons de céramique, on a des amphores, on a tout ce qu'il faut, à cette époque-là. D'accord? Ça me semble plutôt... voilà, je penserais plutôt pour cette hypothèse-là, plutôt pour l'hypothèse d'une Nicaïa vers 500 avant Jésus-Christ, contemporaine d'Antibes, née, alors, on va dire, soit dans le giron de Marseille, directement, ce qui est l'hypothèse quand même, malgré tout, la plus probable, soit par un détour étrusque, pas impossible non plus, mais en tout cas, plutôt ancienne. Alors les Étrusques, les Phéniciens, dans tout ça, alors les Phéniciens ne sont pas testés du tout sur le site de Nicaïa, ils sont attestés ni par la documentation archéologique, ni par les textes. Par contre, pas loin, on a du Phénicien. On a du Phénicien déjà dans toute la Méditerranée occidentale. Ils sont présents à Rome. Ça, c'est clair, et ça, pour avoir travaillé personnellement sur cette question-là, vous pouvez me croire, à travers le culte d'Hercule, qui serait une latinisation, une romanisation du culte de Melkart, de Baal, sur l'Ara Maxima, c'est-à-dire le grand autel du forum romain, où il fait sans doute système avec une déesse féminine qui pourrait être une Ishtar orientale, qui est un couple qui est bien connu dans l'établissement phénicien, et qui serait la Fortuna romaine. On sait qu'Agerbol est un possible nom ancien pour Monaco, qui pourrait être un toponyme, comme tous les mots en bol, Baal, qui renverrait à un culte phénicien. D'accord? Baal, Monaco serait lié à Baal. Or, Monaco vient d'un nom, d'un toponyme
lié à Hercule. Et Hercule, c'est une balise phénicienne en Méditerranée. Pourquoi? Parce que c'est l'Hercule Mono-Oikos, Monaco, qui serait, Mono-Oikos, un port, un petit établissement portuaire, qui porterait donc les traces d'une présence ancienne des Phéniciens, pas très loin de Nice, quand même, à Monaco. Alors est-ce que des Phéniciens sont passés dans ce... Alors à ce moment-là, à Nicaïa, c'est probable. Ils n'ont pas laissé de traces archéologiques, mais ils étaient à Rome, ça c'est sûr et certain. Ils étaient à Monaco, c'est à peu près sûr. Ils se baladent dans le coin, hein, de toute manière. Après, quel rôle ils ont joué dans l'établissement antique de Nicaïa, ça c'est impossible de le dire. Ça, je veux dire. Là, par contre, on peut inférer, on peut faire beaucoup d'hypothèses, mais après, on ne peut pas non plus raconter n'importe quoi quand on n'a pas de documentation. Il faut savoir le reconnaître. Après, il y a une dernière hypothèse, hein, sur l'origine du nom de Nicaïa, pas sur l'origine de la cité antique, car il y a une cité antique à Nicaïa, à mon avis, au moins à partir de 500 avant Jésus-Christ, la cité Massaliote. Pour les autres spécialistes, et pour certains autres spécialistes, au moins à partir de 200 avant Jésus-Christ. Mais Nicaïa pourrait ne rien avoir avec Niké, c'est-à-dire la victoire en grec. Nicaïa pourrait être Nik, le Nik, qui est un toponyme qui est assez présent en Méditerranée. Et même dans tout dans l'arc européen, pas très loin de la Méditerranée. Il y a une ville de Niche, hein, en Serbie. Et c'est un toponyme assez présent. Et qui pourrait être simplement le nom local de l'établissement ligure, qui est par ailleurs documenté avec cette occupation depuis l'âge du bronze. Donc peut-être qu'on peut imaginer qu'on a un Nik ou un Nis, ou un Niche, sur la colline du château, que les Grecs, les Massaliotes, alors peut-être dans un premier temps des Étrusques, pourquoi pas, après les Grecs, fréquentent cet établissement, peut-être en corrélation ensuite, une fois qu'ils ont un petit peu enterré l'âge de guerre, ce qui se fait très vite entre commerçants, hein, avec les Massaliotes, Étrusques et Massaliotes, ils vont fréquenter le site, et puis ensuite il y a une cité antique qui est établie en même temps qu'Antibes, et qui va peut-être prendre le nom effectivement de Nicaïa, qui serait peut-être une hellénisation d'un nom local qui préexistait, le nom de Nik, le nom de Niche. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur le dossier Nicaïa, hein, aujourd'hui. Rome. Deuxième grand point de mon exposé, Rome. Alors, premier point, on va dire de la conquête à la colonisation romaine. C'est une conquête difficile. C'est une conquête difficile parce que c'est un espace stratégique, hein, malgré tout, hein, cette région de Nicaïa, puisque c'est le passage très étroit entre les Alpes et la mer. C'est même le débouché de ce passage très étroit, parce que quand on arrive à Nice, on a franchi en quelque sorte les passages les plus escarpés. Axe de communication fondamental entre d'un côté l'Italie et de l'autre côté la Narbonnaise et l'Espagne. Des provinces stratégiques pour Rome. Rome va, suite aux guerres puniques, s'emparer de l'Ibérie. Rome s'empare de l'Espagne, Rome est en Italie, mais Rome n'est pas dans le sud de la Gaule. Or, il faut passer par le sud de la Gaule pour joindre ces territoires romains. Donc forcément, ça va devenir très stratégique. Et puis, de toute manière, les Romains entretiennent des bonnes relations avec les Massaliotes, avec les Grecs, qui appellent Rome au secours à cause de la menace, et notamment de la piraterie, ligure. Il faut 2 campagnes pour le légat Flaminus, qui va connaître un véritable échec, dans un premier temps, et qui est obligé de se réfugier à Marseille. Puis ensuite, pour son successeur, le consul Quintus Opimius, afin en 154 avant Jésus-Christ, donc à l'appel des Massaliotes, pour mener cette expédition punitive qui va conduire à une victoire dans un lieu mal identifié, la victoire d'Aegitna. On a proposé à une époque Vaugrenier, pourquoi pas, sur ces fameux Décéates et ces fameux Oxoubii que l'on retrouve de nouveau. Alors, les Décéates sont plutôt du côté d'Antibes. Quant aux Oxoubii, ça pourrait bien être les Oxoubii ou Oxybiens, hein, si on les francise, les Ézoubii qu'on connaît dans d'autres textes, et les Vésoubiani qui sont gravés sur le trophée des Alpes à la Turbie.
et qui seraient Vésubiani, tout simplement les habitants de la vallée de la Vésubie. Et ce sont ces habitants de la vallée de la Vésubie qui contrôlent le haut pays niçois, et dont l'oppidum le plus méridional est Cimier, Kéménéloum. Donc, les Romains obtiennent la soumission de ces tribus ligures, qui sont désarmées, et qui sont, selon Strabon, qui est une source très très fiable, interdits d'accès sur le littoral. On ne veut plus les voir au bord de la mer. Ainsi, ça laisse le passage libre pour les liaisons romaines. Et ce littoral, il est confié à Marseille. Et ça, c'est une donnée très importante, parce que jusqu'à la fin, jusqu'à la romanisation définitive, Nicaïa sera dans le giron de Marseille. Et même après, Nicaïa fera partie de la province de la Narbonnaise. Alors que Kéménéloum, elle, sera la province des Alpes-Maritimes. Donc on a deux villes en quelques kilomètres qui seront sur deux provinces romaines différentes. Parce que tout simplement, Nicaïa, c'est Marseille. Et les Romains la laissent sous le contrôle de Marseille. Et ces villes grecques restent autonomes. La région demeure peu sûre, hein, quand même. Parce qu'on a beau les interdire de littoral, dès qu'on a le dos tourné, ils redescendent, les mecs. Donc, César est obligé, par exemple, en 49, d'envoyer 500 légionnaires à Nicaïa pour détruire ensuite les villages ligures, et qui fonderont un castrum, donc un camp, à Pugeteni. Alors, comment Nice devient-elle romaine? Tout se passe véritablement en moins de 49. En moins de 49, c'est la guerre. Pas n'importe quelle guerre, hein. C'est la première guerre mondiale de l'époque. C'est la grande guerre entre Pompée et César. La grande guerre civile. Cette grande guerre civile, elle entraîne non seulement toutes les légions romaines autour de la Méditerranée, mais tous les peuples autour de la Méditerranée qui prennent parti soit pour César, soit pour Pompée. Alors on a à ma gauche le favori, Pompée. Il est juste appelé le Grand Pompée, Pompée le Grand. Il vient de réorganiser, de soumettre l'Orient et de vaincre les pirates. C'est lui le boss, c'est le taulier. Il dit qu'il a qu'à frapper le sol pour que je ne sais pas combien de légions se rallient à lui en Italie. Et on a le challenger, César, Caius Julius, qui lui vient de passer ces dernières années à soumettre la Gaule celtique. Il a même fait quelques incursions en Germanie et en Bretagne. Et c'est le challenger qui l'emporte. Contre toute attente, il faut dire que César franchit le Rubicon, c'est bien connu, en 49, avant Jésus-Christ, qui est le fleuve qui sépare la Gaule cisalpine, c'est-à-dire la plaine du Pô, qui n'est pas l'Italie à l'époque, hein, de l'Italie proprement dite, on n'a pas le droit de pénétrer avec ses troupes, déclenchant la guerre civile. Il a beau taper du pied Pompée, les légions ne viennent pas, simplement parce qu'il est pris de vitesse par César, qui avec l'avant-garde de la 13e Légion, fonce sur Rome, s'empare du trésor, et du coup, Pompée prend le chemin de l'exil en Orient, il lève des troupes, et ça se termine sur les champs de bataille de Grèce, Pharsale, de Tunisie, Thapsus et d'Ibérie, Munda. C'est une véritable guerre mondiale. Et là, nous Grecs de Nice, et donc de Marseille, doivent prendre parti. Ça rappelle un épisode médiéval qui va mener, par exemple, à la dédition, plus tard, à la Savoie, Grande Guerre civile, pour qui on prend parti. Eh bien, il faut bien prendre conscience que les Niçois ne savent pas choisir. Ça, c'est un trait structurant, à chaque fois qu'il y a une guerre civile, les Niçois choisissent systématiquement le vaincu. Ça, c'est un truc, c'est assez récurrent chez nous. Donc, comme un seul homme, on choisit Pompée. Et donc, c'est la prise de Marseille par César. Donc, Nice devient romaine à ce moment-là. Il perd son indépendance avec Marseille. En punition du fait d'avoir rallié le concurrent donc de César. Le neveu de César reprend le pouvoir. Ce neveu de César, vous le savez, c'est le fameux Octave, donc Auguste. Et il est connu dans notre région pour avoir établi le fameux trophée des Alpes, le fameux trophée d'Auguste. Alors c'est en 16 avant Jésus-Christ pour sécuriser la toute nouvelle voie qui porte le nom de la famille de Jules César, la voie Iulia, Iulius Caesar, la voie des Iules, Iule étant le nom du fils d'Énée, qui est le fondateur mythique de la dynastie de Romulus qui fondera Rome, ancien prince réchappé de Troie. Et en 16 avant Jésus-Christ, on termine la grande campagne militaire romaine qui consiste à nettoyer définitivement l'ensemble de l'arc alpin de ces tribus belliqueuses qui posent problème, qui empêchent l'Italie
de joindre les deux bouts, si je puis dire, avec les provinces les plus occidentales. Donc c'est une campagne gigantesque qui s'étend sur plusieurs années et de pacification de l'arc alpin. Et entre 14 et 6 avant Jésus-Christ est érigée la construction d'un trophée, autrement dit un monument qui est classique, qui est répertorié dans le monde antique, déjà les Grecs en érigeaient, pour manifester sa victoire, le fameux trophée des Alpes, dont la reconstitution, on le sait, est, on va dire, totalement hypothétique, et même le trophée tel que vous pouvez le voir aujourd'hui, le visiter, il faut y aller parce que c'est intéressant, il y a un petit musée, c'est à la Turbie, ça coûte pas bien cher, c'est à côté, il y a une jolie vue, et il y a même des sangliers parfois qui se baladent dans le parc. Mais la reconstitution qu'on en a faite est une reconstitution assez incertaine. On a remonté un certain nombre de blocs, le trophée a été pillé, comme tous les monuments de l'époque. Je veux dire, bon, à la fin de l'Antiquité, on va pas s'emmerder à aller tailler des pierres dans l'arrière-pays, alors qu'on a des gens qui s'appellent les Romains qui en ont taillé plein, on se sert directement sur les sites, donc le site s'est énormément dégradé. Alors, ce trophée des Alpes, il assimile Auguste à Hercule, non pas en référence avec nos Phéniciens dont on parlait précédemment, mais parce que Hercule, c'est décidément une divinité pan-méditerranéenne, c'est-à-dire pour tous les Méditerranéens, pour toutes les civilisations de la Méditerranée, Hercule c'est le héros civilisateur. Parce que les 12 travaux d'Hercule permettent d'exterminer tous les monstres que l'âge des dieux, avant de laisser leur place aux hommes, avait laissé derrière. Et parmi les travaux d'Hercule, certains vont amener Hercule jusqu'à ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, c'est le détroit de Gibraltar. Et Hercule est le héros qui va civiliser aussi l'Occident. Ces travaux vont le mener jusqu'à Rome, en Espagne, etc., etc. Donc c'est un jalon de civilisation. Le fait de s'établir en tant que nouvel Hercule, avec une symbolique herculéenne, permet à Auguste de montrer aux populations qu'il a soumises qu'il est, certes, un héros triomphant, mais aussi un héros civilisateur. Et puis on sait qu'il joue sur la symbolique de l'Hercule monoïkos de Monaco, puisqu'on a un petit port, peut-être d'origine phénicienne donc, où on a déjà un sanctuaire à Hercule qui se trouve juste en fait à l'aplomb du trophée qui lui est construit en hauteur, simplement pour qu'on le voit de très loin. Et ce trophée était gigantesque, il faut imaginer que depuis les stérelles, on devait voir la silhouette du trophée d'Auguste. On devait le voir depuis l'Italie, on devait le voir absolument de partout. Lieu stratégiquement très bien choisi. Et on met sur l'inscription qui a été reconstituée, remontée, elle n'était peut-être pas agencée comme ça d'ailleurs sur le monument, on met la liste de tous les peuples qu'on a soumis. Parmi ces peuples, bien sûr, nous trouvons nos Vésoubiennes. Et bien sûr, les Romains, dans la région, laissent la garnison. Et la garnison, elle va s'établir sur un camp, qui est l'ancienne oppidum ligure de Cemenelum, sur laquelle est établi un camp qui va accueillir d'abord 2 cohortes, puis ensuite une troisième cohorte. On a la cohorte, la cohorte Naoti Corum, la Gaetoborum, voilà, et la troisième qui est établie par Tibère, la cohorte des Ligurum, cohorte Ligure. Donc un petit effectif. Nice, après la conquête et la colonisation, mon dernier point portera sur la Nice romaine. Donc Nice romaine. Nice romaine, c'est 2 provinces donc, qui cohabitent. La province donc, des Alpes-Maritimes, Alpes Maritimae, et la Narbonnaise, qui est la province du midi de la France, à laquelle Nicaïa est toujours rattachée, puisque Nicaïa, c'est toujours Marseille. Et Marseille se trouve en Narbonnaise. Alors c'est sous Claude, au milieu du 1er siècle, que ce castrum, ce camp de Cemenelum, de Cimier donc, est véritablement constitué en cité. La province des Alpes Maritimae, donc des Alpes-Maritimes, est constituée. Donc on est au milieu, par Claude, au milieu du 1er siècle, de Cemenelum jusqu'à Briançon, Briantio. Donc alors, à l'échelle romaine, c'est une petite province, une toute petite province. D'ailleurs, qui n'a pas une, on va dire sans doute pas une population très importante, qui a
c'est pas une taille très importante par rapport aux grandes provinces que sont les provinces de Narbonnaise, par exemple, provinces de Gaule, d'Ibérie, etc. On y trouve un certain nombre de kiwitas, de cités donc, romaines, donc Kemenelum, qui en est la capitale, Vincium, c'est-à-dire Vence, Glanativa, Entrevaux, on va trouver par exemple Castellane, Salinae, Digna, Digne, ou Eburudunum, qui un temps reprendra un petit peu le leadership de la province, Embrun, puis Brigantio, tout au nord, en gros des Hautes-Alpes aux Alpes-Maritimes. C'est tellement pas une province importante qu'à la base c'est ce qu'on appelle une préfecture, c'est-à-dire dirigée par un préfet. C'est sous Néron que ces Alpes-Maritimes deviendront une véritable province à part entière. Petite par la taille, mais grande par l'importance stratégique. La capitale en est Kemenelum, donc Kemenelum, qui est une cité qui est connue donc pour à travers son site archéologique, hein, qui a fait l'objet de fouilles importantes. Un site donc très bien documenté, environ 10 000 habitants. Un amphithéâtre, nos fameuses arènes de Cimiez, 5000 spectateurs, qui est surtout d'ailleurs un amphithéâtre qui sert aux exercices militaires. Pas de fantasme, il n'y a pas de combat de gladiateurs, on lâche pas les fauves dans les arènes de Cimiez, c'est trop petit. C'est surtout pour l'exercice militaire. Parce qu'on a toujours ces trois cohortes, ça fait à peu près 1500 hommes. Et par contre, on a quelque chose d'extraordinaire, on a un grand ensemble de thermes, hein, c'est bien connu, hein, les thermes de Kemenelum, donc avec un certain nombre de bains, qui sont un des plus grands ensembles thermales hors Italie, avec un système de chauffage par le sol. Alors, le site actuellement, je le signale, est en réfection. Pour nos amis touristes, le billet d'entrée est quand même assez salé. Pour les Niçois, une quittance de loyer permet de se faire une carte gratuite et il ne faut pas hésiter à le faire, y aller avec les enfants. Le musée n'est plus ce qu'il était aujourd'hui, il y a des travaux, le sous-sol est fermé. Pour en avoir discuté récemment, tout est en réfection. Le site n'est pas entièrement accessible à l'heure actuelle parce qu'on va construire des passerelles pour permettre un large accès au public. Ce qui va sans doute dénaturer un petit peu le site. Moi j'aimais bien me balader un peu à l'ancienne, donc Kemenelum, enjamber un peu les pierres, regarder, machin, tout ça, bon ben voilà. Mais il paraît que ça va réouvrir et que ça va être quelque chose, si c'est Strozzi qui dit, ça va être quelque chose. Bien, Nicaea, pendant ce temps. Que devient Nicaea? Nicae. Nicae, N-I-C-A-E, version latine de Nicaea, autrement dit Nice. Hein. Donc toujours rattachée à Massalia, ce qui est très paradoxal puisqu'elle se trouve de l'autre côté du Var quand même. Hein. C'est une espèce de prolongement là sur la côte de la province de Narbonnaise parce que voilà, ça entérine le fait que Nice à l'origine c'était grec. Donc hop, avec Marseille. C'est sans doute toujours plus une position fortifiée, c'est ainsi que l'a décrit d'ailleurs Strabon, qu'un véritable port. On ne peut pas ne pas envisager que ce soit à l'époque de Nicaea ou de Nisae, des navires aient pu accoster sur les ponchettes. Ça, c'est pas interdit de le penser, mais enfin, c'est pas un port naturel, c'est pas un abri. Hein. Donc, a priori, c'est comme le décrit Strabon, plutôt un point haut. Hilaire, en 465, le pape Hilaire cite Nice comme un castellum quand même. Donc plutôt un château, c'est-à-dire la vocation de château et de forteresse de Nice, il semble qu'elle soit première. Que ce soit à l'époque de Nicaea, même s'il y a des commerçants, que ce soit à l'époque de la ville romaine, qui donc coexiste toujours avec Seminum. Il faut bien comprendre qu'on a deux cités. On a deux cités à quelques kilomètres, à deux provinces, appartenant à deux provinces différentes. Le christianisme s'y implante dès le 1er siècle. Ce qui n'empêche pas le maintien, et on le sait par un certain nombre d'inscriptions, le christianisme que l'on voit avec les fonds baptismaux qui sont conservés de la basilique paléo-chrétienne de Kemenelum par exemple, mais sur Nicae, on a aussi les vestiges d'une cathédrale qui ne sont pas ceux que l'on voit aujourd'hui, qui sont dessous en fait, et qui remonteraient au 5e siècle. Mais le christianisme, lui, il y est attesté à Nice. Parlons de Nice, arrêtons avec Nicaea, etc. Parlons de Nice.
Nice proprement dite, le christianisme, lui, y est attesté sans doute dès le 1er siècle, c'est-à-dire dès, au fond, ses origines. Alors un paganisme, ligure qui se maintient. On a une célèbre inscription des Numidibus Matrum Vediantearum, donc une espèce de dépôt de pierre attestant d'un culte à la mère des Védiantes, c'est-à-dire des Ligures. Donc on sait qu'on a, comme c'est le cas dans toute l'Antiquité de l'époque, hein, ce mélange entre paganisme d'un côté et christianisme de l'autre, christianisme qui est la force montante. Alors le christianisme qui est la force montante, mais cette force montante, elle mettra du temps à s'affirmer dans l'Empire romain, c'est finalement, on le sait, seulement à partir de 313, avec Constantin, à l'édit de tolérance de 313, que le christianisme sera officiellement une religion protégée. On a la légende de Saint Tréparate, décapité en 250, et dont le corps serait arrivé à Nice sur un bateau, qui est là aussi un repère fort hein, pour l'histoire chrétienne de la ville de Nice. Après l'édit de Constantin en 313, dès 314, on a un évêché. Et on sait que cet évêché, il est à Nice, Nicaea. On sait qu'on a une délégation niçoise au très important concile d'Arles. Donc on sait qu'on a un évêché à Nice, puisque le concile, c'est la réunion des évêques. Et puis, chose extraordinaire, on a aussi un évêché à Cimiez, à Kemenelloum, à partir de 439. Et à Kemenelloum, on a les vestiges, on vous parlait précédemment, de cette magnifique basilique paléochrétienne. Donc, finalement, quand on se place au milieu du 5e siècle, on est quasiment à la fin de la période romaine, on est dans la période paléochrétienne, on est dans l'Antiquité tardive, et bien non seulement on a deux cités à Nice, Cimiez et Nice, sur le site de la ville actuelle de Nice, relevant de deux provinces différentes, mais chacune a son évêché. Donc on vit dans le luxe. Hein. Chacun a son évêché, et ces deux évêchés sont bien souvent en concurrence. Et c'est progressivement, parce qu'il c'est très complexe, hein, dans la deuxième moitié du 5e siècle, on a des retournements de situation, mais c'est l'évêché de Nicaea, de Nicaée, de Nice, qui va prendre le pas sur celui de Cimiez, parce que l'évêché de Nicaea était sous l'influence de l'abbaye de Lérins, très influente à l'époque, et ce sont les gens de Lérins, à l'image de ce pape Hilaire, hein, qui vont véritablement remporter le morceau, si je puis dire. Kemenelloum, sans aucun doute, tombe à la fin du 5e siècle, pas complètement à l'abandon, mais est déclassé, et au final, c'est sur Nice, le site le plus ancien de Nicaea, que va se construire la cité niçoise. Une cité niçoise qui est sans doute située sur la colline du château, et qui a toujours été, quelle que soit l'époque, que l'on parle de Nicaea, que l'on parle de Nicaée, ou que l'on parle de la Nice des débuts du Moyen-Âge, plutôt au sommet de la colline du château, puisqu'on parle de Castellum. On a aussi quelques tombes antiques sur le site de la place Garibaldi, du côté de Saint-Tréparate, c'est-à-dire en bas. Or, on sait très bien qu'on n'enterrait pas les morts au milieu de la cité. Or, Nicaée, c'est la Nice romaine, et une kiwitas, une cité, donc elle est sainte par une enceinte sacrée, le pomerium, et les tombes, on ne peut pas les situer à l'intérieur, il faut les mettre en dehors. Donc s'il y a des tombes antiques en bas, il ne peut pas y avoir de ville en bas. La ville est sans doute en haut. Alors certes, on a des travaux très séduisants, hein, ceux de Morabito par exemple, qui a essayé de montrer que la ville grecque, déjà à l'époque de Nicaea, se situait sur la ville basse. C'est des travaux intéressants. Son hypothèse, c'est que l'écartement des rues, le tracé, etc., correspond à celui du plan en damier et de la taille des îlots, en quelque sorte, des cités grecques. Sauf que là où sa démonstration séduisante est attaquable, c'est qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de remonter à un état ancien du cadastre médiéval de Nice pour voir si ça pourrait correspondre avec les mesures grecques. Donc sa démonstration elle est séduisante intellectuellement, en pratique elle
elle est pas, à mon avis, elle n'est pas valide. Donc il vaut mieux continuer à penser la ville depuis Nicaïa jusqu'à la fin, jusqu'au début du Moyen-Âge, toujours sur la colline, et elle restera encore longtemps sur la colline. En plus, on a sous la cathédrale, ce qui deviendra la cathédrale, hein, enfin qui est déjà la cathédrale puisqu'il y a un évêché, mais la cathédrale médiévale, je voulais dire, eh bien on a une citerne romaine. Or la citerne, c'est vraiment le truc qu'on met dans la ville, là pour le compte. Donc on est plutôt sur de l'habitat de colline. À la fin du 5e siècle, la ville de Nice entre dans une période difficile pour tout l'Occident, qui est celui des invasions barbares, qui ont existé. Oui, il y a eu des invasions barbares, bien sûr, on peut le dire, parce qu'il y a des historiens qui essaient de nous montrer qu'il n'y en a jamais eu, notamment les médiévistes, mais bien sûr qu'il y a eu des invasions barbares. Et bien sûr qu'un monde s'est effondré avec la fin de l'Empire romain. Ça ne veut pas dire qu'il a laissé la place au néant absolu, parce que les médiévistes, si vous leur dites ça, après, bon, ils se vexent, etc. Nice, effectivement, rentre dans cette période extrêmement compliquée, celle des temps obscurs, de la nuit du haut Moyen-Âge, dont progressivement la cité niçoise va réussir à sortir dans le giron de la Provence, ce dont nous parlerons lors de notre prochaine leçon. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Hola mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, cantai di montagna, li tiu tan ric de cor, li tiu verdi campagna.